Donc, en fait, moi, je tiens avant tout d'exprimer un petit peu ma joie et donc mon enthousiasme d'être aujourd'hui parmi vous. Donc, et aussi, en fait, remercier les organisateurs de cet événement, de ces 3 journées, parce qu'ils nous permettent, nous, jeunes chercheurs, justement, de parler de notre recherche et de la faire connaître. Donc, merci pour Madame Jocelyne Fine et Monsieur Rémi Bastide. Donc moi, en fait, aujourd'hui, je viens vous parler, justement, ça tombe bien que j'enchaîne sur Juline Legrand, Madame Juline Legrand. Effectivement, en fait, peut-être Madame Juline Legrand a parlé d'une filière, en fait, qui appartient, ou d'un courant qui appartient à la linguistique, qui est celui de traitement automatique des langues. Moi, je vais vous orienter vers une autre discipline, en fait, mais qui fait partie aussi de la linguistique, et qui s'appelle la psycholinguistique. Donc, peut-être elle, en fait, elle a parlé elle a analysé le langage de ces personnes, en fait, qui bénéficient des systèmes palliatifs, on va dire, des systèmes palliatifs pour augmenter leur potentiel langagier. Et pour pouvoir parler, tout simplement. Donc, moi, ce que, en fait, je vais centrer, donc, ma recherche, c'est centré, ou à utiliser comme sujet, donc, l'infirmité motrice cérébrale. Donc, différemment du vieillissement cérébral, moi, je vais parler de l'infirmité motrice cérébrale, mais qui est toujours un trouble neurologique. Donc, moi, en fait, cette recherche que je expose aujourd'hui, bien sûr, il faut que je lui trouve un lien hein, par rapport, en fait, aux journées donc, auxquelles je participe aujourd'hui. Donc, moi, en fait, en écoutant un petit peu en fait, les séances plénières que j'ai trouvées très intéressantes, en fait, que toutes ces personnes soient là pour qu'on puisse nous profiter de leur expérience, en fait, je l'expose peut-être dans le contexte, pas le contexte de la recherche, donc je vais le dire, je l'expose dans le contexte de ce que, en fait, les sciences humaines, on va dire, peuvent apporter à l'analyse, en fait, à l'analyse, ou bien tout simplement à la recherche de tout ce qui est e-santé. D'éthique e-santé. Donc en fait, moi je l'expose en fait bien sûr en prenant en fait en prenant l'orientation qui est la mienne, celle de psycholinguiste. Aussi, peut-être il faut que je me définisse un petit peu par rapport à par rapport en fait à mes compétences en tant que chercheur. Donc bien sûr ma formation initiale c'est de l'orthophonie, c'est la raison pour laquelle je me suis permise de travailler sur une pathologie du langage et aussi en fait mes compétences en tant que chercheur que j'ai acquises bien sûr à travers donc mon doctorat en sciences du langage. Bien, donc aujourd'hui cette recherche que j'ai intitulée Analyse des interactions verbales d'un sujet infirmoteur cérébral, donc c'est les résultats d'une étude, j'ai pas envie de crier trop, donc c'est les résultats d'une étude de thèse que j'ai réalisée donc en 2007. Aujourd'hui ce que je fais, j'expose les résultats de cette étude. Donc peut-être afin que vous puissiez en fait, me suivre, donc j'ai établi un petit peu ce sommaire. Donc effectivement, bien sûr, comme toute recherche, on doit préciser son contexte, la méthode que j'ai utilisée, et préciser quelques concepts, et je terminerai bien sûr par quelques mots pour finir, et les perspectives. Que je précise, les perspectives, je préfère les dire oralement, je ne les ai pas notifiées parce que c'est un projet que je compte le présenter dans un autre... une autre occasion. Bien, en fait, le plan, donc c'est celui-là. Donc, j'espère que vous pourrez en fait donc me suivre en relatant ces différentes parties. Bien, donc aujourd'hui, en fait, tel que je le précise, je présente cette recherche pour montrer un exemple d'étude de ce que les sciences du langage peuvent apporter à la recherche en TIC santé. Donc, en fait, c'est une recherche qui a été faite dans le cadre d'une thèse de doctorat que j'ai soutenue à Paris 5 Sorbonne, donc sous la direction de Monsieur Christian Hudlot. Donc, concernant, en fait, peut-être, si j'expose ce sujet, peut-être, je ne sais pas, en fait, mon éditoire n'est pas, peut-être, il peut ne pas être spécialisé, donc je préfère expliquer quelques termes. Tout ce qui est, en fait, le concept de infirmité motrice cérébrale, bien sûr, ça peut-être, en fait, il y aura ici des médecins qui vont l'expliquer mieux que moi. Donc moi, simplement, je dis, en fait, l'infirmité motrice cérébrale, je l'utilise en termes de paralysie cérébrale.
Donc ça, en fait, peut-être je profite de la présence des médecins pour qu'ils puissent, en fait, me dire plus. Ceci dit, en fait, moi, je l'utilise. Pourquoi je l'ai utilisé en termes de paralysie cérébrale? Au sens où, en fait, que la paralysie cérébrale inclut, en fait, elle représente mieux la population des infirmes moteurs cérébraux parce qu'elle est beaucoup plus, elle englobe, en fait, elle représente mieux parce que c'est la plupart des IMC donc incluent et l'infirmité motrice et la détérioration et la détérioration mentale. Je dis pas en fait, bien sûr il y a une, mais en fait peut-être ce schéma va peut-être exposer mieux en fait ma pensée, c'est dire tout simplement que la paralysie cérébrale elle représente la grande majorité des infirmes moteurs cérébraux. Bon, ce qui est en fait de l'infirmité motrice cérébrale, ce qui est de la communication alternative et augmentative, donc c'est un nouveau concept donc moi je vais essayer de le simplifier afin que tout le monde puisse comprendre. C'est tout simplement utiliser un outil palliatif, que ce soit une synthèse, que ce soit un autre, pour pouvoir en fait augmenter les capacités, le potentiel communicatif, le potentiel, on va dire, langagier du sujet. Je pense en fait, tel que je l'ai compris durant les séances plénières, on n'ignore pas en fait les capacités humaines par rapport à ce que présentent les technologues. Donc, ce que j'ai bien compris. Donc, et c'est bien en fait que, c'est la raison pour laquelle je préfère définir la communication alternative et augmentative dans ce sens. C'est augmenter les capacités, donc le potentiel langagier. Donc, l'infirme moteur cérébraux, le sujet qui porte cette infirmité, donc il est vrai qu'il peut s'aider de cette synthèse vocale qui est proposée aussi par Proteor, et donc mais on nie pas ses capacités, ce potentiel linguistique. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est privé de parole, mais il y a quand même de la parole, il a aussi des gestes, il y a aussi en fait il y a aussi le silence, le contexte, parce qu'il faut dire en fait que la psycholinguistique c'est ça, c'est analyser le langage dans des situations naturelles de communication. Donc on nie pas le contexte, on nie pas la tâche qui lui est proposée, la personne avec qui il parle, le contenu qu'il aborde, tout ça. Donc, va réagir dans ce type d'énoncé qu'il va exposer. Bien. Donc, peut-être on trouvera dans la littérature des synonymes comme communication alternative. Donc, on peut trouver dans la littérature des synonymes comme communication facilitée ou communication améliorée. Donc, nous, le langage, je pense, pourquoi quand j'ai commencé, j'ai dit que la linguistique comporte plusieurs disciplines. Donc, je pense que madame qui m'a précédée a présenté le TAL, traitement automatique des langues. Donc, moi, je présente la psycholinguistique, et la psycholinguistique a une autre définition du langage. Ce n'est pas la même que celle qui est présentée dans le TAL. Bien sûr, en fait, ça détermine un petit peu l'orientation de chaque chercheur. Nous, en fait, le langage, on le prend au sens dans sa vision globale. Il inclut aussi bien le verbal que le non-verbal. Et nous, en fait, quand on travaille avec le langage, on ne travaille pas hors contexte. Donc, on travaille avec nos phrases. Ce ne sont pas des phrases, ce sont des énoncés. Parce qu'ils sont prononcés dans un contexte particulier de communication. Et on parle d'interaction verbale et pas de locuteur-locuteur, mais interlocuteur. Bon, juste pour regarder un petit peu en fait le type d'énoncé que j'ai pu soulever, que j'ai pu décrire. Parce qu'aujourd'hui, je ne donne pas des solutions. Moi, je suis psycholinguiste. Je décris le langage. Je ne dis pas en fait que la synthèse elle est bien, elle n'est pas bien, ou je l'évolue, non. Non, moi je décris, en fait, même si je suis orthophoniste, quand j'ai fait cette recherche, j'avais les lunettes un petit peu de psycholinguiste, donc je décris un petit peu quels sont les énoncés, quand on utilise une synthèse vocale, quels sont les énoncés qu'on peut utiliser. Les énoncés prononcés par la synthèse vocale, j'ai utilisé un symbole, c'est ce symbole-là. Donc je vais expliquer un petit peu quels sont les supports palliatifs que j'ai utilisés. Donc, les supports que j'ai utilisés, bien sûr je vais exposer quelques... alors là, bien sûr, là. Donc les supports que j'ai pu utiliser, ce sont 3 supports. Donc c'est en fait peut-être c'est pas indiqué. Il y a donc le Synthé 4 qui est proposé par Proteor. Donc il y a en fait l'Alpha Talker, donc associé à un classeur de communication.
Donc, et aussi, en fait, il y a un autre type qu'on appelle le dialogue. Donc, ce sont 3 synthèses vocales que j'ai utilisées pour pouvoir un petit peu voir, pour décrire ce qu'on appelle cette communication alternative et augmentative, c'est-à-dire communiquer autour d'une synthèse vocale. Donc là, en fait, on voit donc Alexandre, le sujet sur lequel on a travaillé, il utilise sa synthèse vocale dans en fait, donc, une situation naturelle. Il est à l'école, parce que lui, il est intégré dans une école spécialisée, donc c'est à Paris. Donc donc le 16e arrondissement, c'est l'école Notre-Dame. Donc c'est une école spécialisée pour IMC. Donc nous l'avons enregistré là, dans des situations naturelles de communication. Il est à l'école, il a son cours, donc on essaye de voir en fait comment il communique. Bien sûr, en fait, il était dans cette classe, il y avait aussi en fait, d'autres IMC. Cet IMC, en fait, qui n'est pas le sujet principal, donc qui communiquait avec un autre type de support alternatif, qui est en fait l'alpha talker, donc associé à un classeur de communication. Ça, ce qu'on appelle le classeur de communication. Bien, je vais arrêter parce que c'est un peu lent comme enregistrement. Donc AL, notre sujet principal, communique avec une autre personne, le dialogue, donc le synthé 4. Donc le synthé 4, c'est ça, si je me trompe, voilà le synthé 4, et le dialogue, il y a un autre. Là, en fait, on essaie d'analyser cette communication qu'on a appelée des communications alternatives. Donc nous, on a supposé, en fait, quand 2 personnes communiquent avec des outils palliatifs, là, normalement, en fait, on devait avoir beaucoup d'énoncés palliatifs. Ceci dit, en fait, je vais montrer dans les résultats, ce n'était pas le cas. Dans la troisième, en fait, le troisième, là, en fait, Alexandre, toujours, en fait, là, il est avec un sujet initié, donc qui est ergothérapeute, donc dans l'école où nous avons effectué donc, notre recherche. Là, il est en train de réaliser un récit à travers une série d'images qui a été diffusée sur l'écran. Bien. C'est juste pour vous donner en fait, une idée de ces situations naturelles que nous avons enregistrées. Donc, quelle est la méthode que nous avons utilisée? Donc, bien sûr, en fait, pour pouvoir utiliser, il faut réunir certaines conditions. Donc, nous avons donc le lieu, c'était donc à Neuilly, donc le 16e arrondissement. La durée, donc nous avons effectué cette recherche dans le cadre d'un stage de 4 mois. Nous avons les outils que nous avons utilisés, un CD. Vous savez, le CD, c'est celui que nous avons diffusé à Alexandre pour qu'il puisse raconter 2 histoires complexes, en fait, qui se progressent dans la complexité d'une histoire simple à une histoire plus complexe. Les sujets, donc nous avons Alexandre, le sujet principal que vous avez vu tout à l'heure lors de la diffusion, et 11 autres participants, plus en fait 3 adultes. Laurence, c'était l'éducatrice spécialisée, celle que vous avez vue avec le classeur de communication, et Isabelle et Geneviève aussi, qui participaient donc lors de la situation de récit. Bien, donc les situations, c'est celle-là, c'est 6 situations naturelles, donc qui sont différentes de celles de la personne qui m'a précédée. Donc une situation scolaire, une communication téléphonique, donc 2 séries d'images, un dialogue avec AL, donc, et la rédaction de la lettre. On lui a demandé un petit peu, donc tout simplement, de rédiger une lettre, bien sûr. Dans le cadre, en fait, nous, en fait, on n'a pas, vous savez, quand on rentre dans une institution scolaire, il faut qu'on suive le programme de l'institutrice, etc. Donc, ce qu'elle lui proposait, nous, en fait, on essayait d'enregistrer, et un dialogue donc entre elle et sa maman. Donc, vous allez me dire pourquoi ces situations de communication? Parce qu'il faut voir, en fait, pour dire que quelqu'un communique bien avec cette synthèse vocale, il faut qu'il soit capable d'aborder plusieurs contenus. Il faut qu'il soit, en fait, capable de mettre au mot, donc, et d'être en interaction en abordant différents contenus dans différentes situations. Parce que, donc, tel que le conseil en psycholinguistique. Donc ça, on l'a déjà vu.
Donc, comment nous avons pu analyser ces situations? Nous avons en fait entamé une grille d'analyse en fait qui favorise une analyse aussi bien locale que globale. Dans le local, on va dire quels sont ces types d'énoncés que notre sujet AL a pu, donc Alexandre a pu utiliser durant ces différentes situations. Et dans le niveau global, ces types d'énoncés, ils lui ont permis de dire quel type de contenu. Par exemple, quand il était avec sa maman, il parlait en fait autour de leur album photo, autour en fait des vacances qu'ils ont passées en fait dans une période particulière. Donc, quand il était en fait à l'école, ces énoncés et cette synthèse vocale a fait apparaître quel type d'énoncé, etc. Bien. Donc, pour la première situation, vous rappelez-vous en fait cette situation qu'on a appelée situation scolaire, elle a fait apparaître ce qu'on appelle en fait des types. Nous en psycholinguiste, on ne parle pas d'énoncés, on ne parle pas en fait de. On parle plus d'actes langagiers. Quand je parle à quelqu'un, en fait, je peux utiliser par exemple ce que nous avons appris quand on était jeune, je peux utiliser une phrase interrogative, mais cette phrase interrogative, elle peut être reçue par mon interlocuteur comme une réplique ou comme un commentaire ou comme etc. Donc nous en fait, là en fait, nous avons pu extraire les énoncés, bien sûr, autant que psycholinguiste, nous avons pu extraire ou relever des types d'énoncés ou des types d'actes langagiers que nous avons appelés des propositions. Ces reformulations, elles sont de deux types. Soit reformulation proposée, donc rattachée au livre que vous avez rattaché au classeur de communication, soit indépendante. Donc, peut-être en fait, vous allez me dire, en fait, est-ce qu'en fait, on voit Alexandre, est-ce qu'il utilise la synthèse vocale quand il est en situation scolaire? On voit en fait, parce que tout ce qui est prononcé par la synthèse vocale, on lui a donné le terme de énoncé ou intervention palliative. On voit qu'il utilise plus, quand il est en situation scolaire, il favorise les énoncés palliatifs. C'est-à-dire, il utilise beaucoup en fait, sa synthèse vocale. En plus, en fait, on voit ici, parmi, en fait, quand on voit en fait, parmi les interventions de ses différents camarades, donc AL arrive donc quand même à participer. En plus, c'est quelqu'un qui n'a pas de langage. Il a un niveau de parole très très sévère. Donc, mais malgré ça, donc, il arrive à prendre une place dans la classe et participer, donc et développer ses connaissances, développer son langage et développer ses potentiels cognitifs. Donc, quand il est par exemple avec une autre personne qui a participé donc à l'intervention, à la recherche, donc c'est sa camarade Bien, ou Bintou. Donc elle, là, quand ils sont, par exemple, on a essayé de voir quand il a affaire à un interlocuteur. Quand il a affaire à un interlocuteur absent. Est-ce qu'il va dire quand il est au téléphone, bien sûr, l'interlocuteur n'est pas devant lui, est-ce qu'il utilise sa synthèse vocale? Ou bien est-ce que cette situation va faire interagir en fait d'autres stratégies linguistiques? On voit en fait que quand il est avec un interlocuteur absent, et donc il a plus tendance à utiliser le verbal. Il n'utilise pas la synthèse vocale. Aussi, en fait, quand il essaye de réaliser un récit à travers une série d'images. Aussi là, en fait, il utilise peu d'énoncés il n'utilise pas trop sa synthèse, il favorise plus tout ce qui est verbal. Il favorise, parce qu'en fait, je pense, tel qu'il est en fait, oui, pardon. Donc, il favorise plus en fait, parce qu'il faut dire en fait que pour les IMC, ils se considèrent comme des sujets parlants. Pour eux, ils parlent et la personne avec qui ils parlent donc le comprend. Donc pour lui, donc il a plus tendance à utiliser le verbal, tel qu'on le voit dans les différentes situations. Dans la situation numéro 4, aussi, donc, vous savez, en fait, celle qu'on a exposée quand ils étaient tous les deux, quand ils avaient tous les deux une synthèse vocale, donc là aussi, on ne trouve pas beaucoup de palliatifs.
Dans la situation quand il était avec sa maman, il utilise plus le geste et le verbal, et tout ce qui est palliatif, donc ça reste minoritaire. Donc, nous, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait, à travers, donc ça résume un petit peu les 6 situations. On pourrait dire, en fait, peut-être à l'école, pourquoi donc il utilise plus, parce que nous, en fait, quand on décrit, on essaie de donner quelques explications quand même. Donc, peut-être, en fait, lui, donc, il essaye il essaye de rattacher, d'utiliser plus la synthèse vocale quand il est dans une institution scolaire. Quand il est avec un interlocuteur familier, comme la maman, ou bien quand quelqu'un qu'il connaît, il utilise plus tout ce qui est verbal ou gestuel. Bien. Donc, peut-être la situation numéro 4, rappelez-vous celle où on voulait en fait donc on voulait enregistrer à elle dans des situations de rédaction de la lettre. On n'a pas pu parce qu'en fait il y avait panne de batterie. Bien sûr, en fait cette limite des synthèses des supports palliatifs, je pense, a été soulevée durant en fait les personnes qui m'ont précédé, que en fait la déficience technologique, ou ce que vous avez en fait est toujours possible. Voilà, donc mes perspectives, tout simplement, donc je pourrais dire, en fait, mes perspectives, donc j'ai un projet de recherche, tout simplement, que j'essaye de proposer, auquel je candidate pour différentes structures. Je préfère ne pas le notifier, mais qui se base plutôt sur proposer une autre méthode que celle que j'ai utilisée dans ma thèse, et je voudrais me consacrer juste sur les synthèses, les énoncés qui sont prononcés par la synthèse, et voir le contexte dans lequel ils apparaissent en utilisant un logiciel d'analyse du langage, qui est le Child. Donc, et je vous remercie pour votre attention. Moi, c'est pas vraiment une question, mais quand vous parlez d'utiliser la synthèse vocale avec le téléphone, oui. Je pense, j'ai pas compris que vous aviez dit ça, donc je pense qu'en fait, si le jeune ne l'utilise pas, c'est parce que ça peut pas fonctionner, ce type de synthèse, un outil extérieur qui n'est pas compatible avec le téléphone. J'ai cru entendre dans la vidéo la qualité de la synthèse vocale, elle ne peut pas être... s'il l'utilise pas dans toutes les situations, c'est parce que lui, le retour qu'il en a, elle doit pas lui plaire, ou elle doit pas plaire avec son entourage. Peut-être que sa maman préfère avoir un geste de son enfant plutôt que d'entendre la fausse voix qui vient de la machine. Et au téléphone, oui, je pense vraiment que si on avait un outil qui se branche, qui s'adapte à la qualité, aux spécificités de la communication par téléphone, elle serait peut-être utilisée. Effectivement, en fait, celle qui est derrière le téléphone, elle n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit, à cause en plus de la voix robotisée, donc la voix en fait qui est pas très audible, très claire, et en plus en fait elle est passée par téléphone, donc il n'utilise pas. En fait, lui déjà, en fait, il faut dire que Alexandre, c'est quelqu'un en fait qui, même parce qu'on a resté avec lui de 4 mois, c'est quelqu'un qui veut pas utiliser sa synthèse parce que pour lui, donc il se considère comme quelqu'un de parlant. Mais dans cette situation, donc il y a un autre, il n'utilise pas, mais ce type de situation fait apparaître ce qu'on appelle des reformulations proposées. Donc, enfin, des demandes de reformulation et de reformulation proposées. Je vais vous parler des travaux que j'ai réalisés en 2001-2002 sur de communicateurs appelés Clapotis. Alors, ce communicateur, en fait, on saisit un message par phonème et on le restitue. Et là, mon travail à cette époque-là concernait justement la communication pour téléphone. Et là, on a fait en fait un travail qui consistait... le résultat du travail, je vais directement vous dire, je vous enverrai l'article. En fait, c'était que comme au téléphone, la synthèse vocale n'est pas acceptée par la personne, ce qu'on a fait, on a fait un message avec une voix humaine naturelle qui permettait de préciser que la personne va parler avec son communicateur à l'aide d'une synthèse vocale. Donc ça, c'était un premier point. Un deuxième point consistait à montrer que la personne était derrière le téléphone et donc il faisait entendre qu'il était en train de saisir des messages. Donc on a évalué avec
plusieurs types de sons. Alors, soit c'était un bip, ou soit c'était le phonème qui était dicté au téléphone. Donc voilà, donc il y a eu des travaux antérieurs aux vôtres. Et je pense que même, sur ce que vous avez dit là, il y a d'autres travaux qui sont effectués. Donc il faut faire une bibliographie assez complète, je pense, pour votre travail. Voilà, je vous enverrai les articles par rapport à tout ce qui concerne communication par téléphone.